Émission spéciale élection législative sur Sensation Normandie. Bonsoir, merci de rester fidèle à Radio Sensation Normandie. Nous ouvrons avec vous notre dernier volet politique qui concerne les élections législatives. Le second tour aura lieu ce dimanche. Nous recevons donc les deux candidats qualifiés sur la 3e circonscription, Bernay-Pont-Audemer. Nous avons Marie-Tamarelle Verreg pour La République En Marche et Timothée Houssin pour le Front National. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour Dominique. Bonsoir. Je commence tout de suite dans le vif du sujet. Libération a titré il y a quelques jours, La République En Marche fuit le débat d'entre-deux tours, ce à quoi a retorqué le Front National, un pied de nez à la démocratie. On constate ici, en tout cas sur Radio Sensation et sur la 3e circo, que ce n'est pas le cas et on tenait à le souligner. Donc merci pour avoir accepté tous les deux ce débat d'entre-deux tours. Marie-Tamarelle Verreg, République En Marche, âgée de 54 ans, vous êtes médecin, vous exercez dans 2 centres de prévention à Val-de-Reuil et sur le Havre, vous êtes maman de 8 enfants, conseillère municipale de la Haye-Aubray. Non, je ne suis pas conseillère municipale. Vous n'êtes plus conseillère municipale? Je n'ai jamais été. Il y a une erreur alors. Conseillère départementale depuis 2015. D'accord. Pas d'autre mandat. Ok, bien, c'est précisé. Depuis 2015, ex-UDI, En Marche, sous la bannière MoDem, on peut dire ça? Non, pas sous la bannière MoDem. C'est en fait l'affiliation administrative au MoDem parce que le MoDem n'a pas présenté de candidat sur cette circonscription. Donc je fais partie de leur quota. C'est un accord. Et parce qu'ils considéraient que ma candidature étant une bonne candidature, et ils ne mettaient pas de challenge sur cette circonscription. D'accord. Voilà. Mais je suis La République En Marche. D'accord. François Bayrou va bien? Dominique, il faut lui demander. Bien. Je pense qu'il assure. D'accord. Timothée Houssin, 28 ans, toujours. Toujours. Secrétaire départemental du Front National dans l'Eure, conseiller régional, élu municipal Barentin, et vous résidez à Guichainville, près d'Évreux. On a déjà expliqué tout ça, lors de précédents débats, etc. Vous résidez maintenant dans l'Eure, etc., etc. 21,47% des voix au premier tour. Et pour Marie-Tamarelle, vous me rappelez votre chiffre? Un peu plus de 30%. Donc ça fait 9 points d'écart, ce qui nous amène à cette perspective. Abstention au premier tour assez conséquente. Au second, les 9 points sont récupérables, Timothée Houssin? Oui, tout à fait. On l'a vu, les électeurs se sont peu mobilisés pour ce premier tour, notamment notre électorat traditionnel, c'est-à-dire les jeunes et les classes populaires. Ils ont probablement eu l'impression que le scrutin était joué d'avance, que Emmanuel Macron était certain de remporter une majorité. Je crois qu'à l'issue du premier tour, effectivement, Emmanuel Macron aura une majorité à l'Assemblée nationale. Cependant, ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'existence d'une opposition, parce qu'on prête à Emmanuel Macron entre 400 et 500 députés à l'issue de ces législatives. Nous, ce qui nous semble important, c'est qu'il y ait aussi des députés d'opposition, et c'est le rôle que nous jouerons à l'Assemblée nationale, parce que nous souhaitons quand même alerter les électeurs sur le fait que le programme de M. Macron et de sa majorité ressemble fortement à celui de François Hollande. Il y aura une continuité dans la soumission à l'Union européenne. Il n'y a aucune proposition concrète contre l'immigration massive ou contre le développement de l'islamisme. Il n'y aura pas de défense de notre ruralité. Il y a des nouvelles hausses d'impôts qui sont prévues, notamment de la CSG. Et nous pensons que les abstentionnistes peuvent se mobiliser, mais aussi tous les électeurs qui ont porté leur voix au premier tour sur les candidats de droite, parce que nous partageons un certain nombre de valeurs. Timothée Houssin fait un paquet cadeau, en tout cas. Ah oui, là, je vois, on a la totale, ou presque. On a 26 minutes. Non, on va revenir dans l'ordre croissant sur les sujets. De mettre en avant Marie-Tamarelle, la question était plutôt confiante par rapport à l'abstention sur un vote qui va être restreint maintenant pour ceux qui se réveillent. C'est le parti du gouvernement ou le Front National. Généralement, à gauche, on a plutôt un vote républicain. Est-ce que vous êtes confiant pour ce second tour? Je pense que la politique, quelle qu'elle soit, et les élections, ce sont toujours un combat. Et c'est normal. Il faut aller vers les électeurs, ne jamais penser que c'est gagné. Monsieur Houssin, à juste titre, joue sa carte. À nous aussi de nous rapprocher des électeurs. Mon objectif, moi, c'est justement de démanteler cette montée du Front National que je trouve très inquiétante. Il s'agit d'une idéologie à mon sens, qu'on ne rappelle pas suffisamment, émanant quand même de partis
des années 50, enfin post-guerre mondiale. Et là, voilà, moi, mon objectif, c'est bien sûr de rencontrer, d'aller au plus près des électeurs, de ne pas laisser dire les propos qui sont portés par vous, là, Monsieur Houssin, qui sont des contre-vérités, et bien évidemment d'entendre et d'être en capacité de tenir compte des besoins, des peurs, des priorités qui remontent du monde rural, que je connais bien, et effectivement qui méritent d'être tout à fait entendus, accompagnés. Et pour ce faire, nous avons plusieurs mesures en cours. Voilà. La ruralité, justement, Timothée Houssin, ça parle plutôt à la droite qu'à la gauche. C'est sans doute ici que se jouent généralement les élections, et de plus en plus. Le FN a pris délibérément le dossier de la campagne désertée, la campagne oubliée, la campagne martyrisée, pour ne pas donc faire de faux jeux de mots avec l'histoire. C'est pas un peu facile justement de reprendre toujours ce thème-là de la campagne ? Non, pas du tout. Là, quand la ruralité a été abandonnée par les gouvernements précédents pendant plusieurs décennies, moi j'ai fait le choix justement de choisir un suppléant qui soit l'élu d'un petit village de la ruralité près de Bernay, Saint-Laurent-du-Tancement. Nous avons été beaucoup à l'écoute des habitants de cette ruralité, de leurs problématiques, et aujourd'hui nous voulons avoir des députés parce que ces députés pourront faire des propositions de loi, et ces propositions de loi, elles sont tout à fait concrètes. Par exemple, on a dans l'Eure un programme récurrent sur l'offre médicale. On est le département de France qui a le moins de médecins par habitant. Nous proposons que soit créé l'équivalent des zones franches, c'est-à-dire des zones dans la ruralité où les médecins puissent s'installer puisqu'il y a un manque d'offres médicales, et qu'en contrepartie ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages fiscaux, ce qui faciliterait l'installation et le maintien de ces médecins dans ces zones. Nous souhaitons également que soient financées des maisons de santé, nous souhaitons également que soient maintenus les services publics. C'est tout un tas de propositions concrètes que pourront faire nos députés. Ruralité, santé, santé publique, mais pas que, Je pense que effectivement, mobilité, télécommunications, Marie voilà. Tamarel. L'heure fait peur aux jeunes médecins ou pas ? Alors, je pense qu'effectivement, il y a une politique d'attractivité qui est à mettre en œuvre dans le secteur rural. Moi, en tant que médecin de santé publique, c'est quand même un domaine que je connais bien. Ça n'est pas, la réponse n'est pas uniforme. Il y a certainement différentes pistes. Une des réponses qui a fait preuve, c'est effectivement d'envisager la profession de santé en communauté de santé, c'est-à-dire un ensemble de professionnels de santé qui travaillent et qui communiquent ensemble, ce qui est une réponse qui est beaucoup plus pertinente et à la fois qui permet beaucoup plus de souplesse dans la profession. Ces pôles de santé ou maisons de santé existent déjà, ils ont fait leurs preuves, ils attirent de jeunes médecins. Ça, c'est une politique qui est soutenue et portée par La République En Marche. L'objectif est de doubler, à moyen terme, de doubler sur le mandat ce type de structure, qui est effectivement une bonne réponse. Certes. D'accord, donc des pôles santé, des maisons de santé, etc. Il y en a quelques-unes déjà dans le département ? Oui, il y a Gaillon notamment, qui est une maison de santé qui a fait ses preuves et qui est très attractive. Il y a vraiment de jeunes médecins qui ont envie de travailler comme ça. Manque de médecins, manque de télécommunications, notamment avec le haut débit qui a du mal à s'installer, plutôt à vitesse réduite actuellement. La Poste disparaît, la trésorerie également. Café PMU, il n'y en a pratiquement plus. Les épiceries, boulangeries, ça disparaît. Dans certains villages, reste juste l'église pour réunir une vingtaine de personnes. Est-ce qu'il y a une solution concrète pour éviter de faire mourir les villages ? La réponse n'est pas uniforme, elle est multiple. Il y a déjà un travail qui est engagé par le département par rapport à la couverture numérique et aussi sur les zones blanches de téléphonie. Effectivement, ça démarre. Moi, dans La République En Marche et dans le projet qui est proposé, ces dispositions vont vraiment être boostées parce qu'effectivement, il faut qu'on gagne du terrain rapidement sur ces domaines-là. Tout ce qui concerne les commerces au centre-bourg, vous savez qu'il y a... je dis vous savez, je le répète, il y a une volonté très ferme et ambitieuse de donner davantage de sécurité aux artisans commerçants, aux petites et moyennes entreprises, d'abord avec un régime RSI qui est calé sur le régime général, avec la possibilité d'avoir une indemnité chômage, donc d'avoir moins de risques à entreprendre, ce qui, rapidement, devrait permettre l'essor de nouveaux commerces, et en particulier dans la ruralité. Il y a encore d'autres domaines qui touchent la ruralité. Moi, en tant que femme d'agriculteur depuis 33 ans, il y a vraiment au niveau de La République En Marche des mesures fermes qui sont prises pour les agriculteurs. Même chose en
harmonisant la MSA et le régime général, en aidant l'installation des jeunes agriculteurs, en faisant un investissement de 5 milliards pour les agriculteurs. Donc il y a vraiment une politique. Je ne peux pas laisser dire que quelque part on s'endort et on ne fait rien pour la ruralité. C'est faux. Il y a vraiment une politique ferme qui est proposée par La République En Marche. Timothée Houssin, justement, je pensais que le gouvernement actuel voulait mettre un coup de pied en fait, aux fesses au RSI. Bon, on va voir ce qu'il en est. Pourquoi les symboles de la France, des terroirs, disparaissent peu à peu? Pourquoi il n'y a plus d'épicerie? Pourquoi il n'y a plus de poste, etc. Est-ce que vous avez une solution? Aujourd'hui, je pense que la première problématique en France aussi, c'est la disparition d'un certain nombre d'emplois, notamment dans le domaine de l'industrie. Je pense que pour redynamiser aussi la ruralité, il va falloir y recréer des emplois. Nous en avons perdu énormément, plus de 10 000 emplois dans l'industrie en 15 ans. Vous voulez mettre les usines dans la campagne? Normandie. Non, mais recréer des activités professionnelles qui puissent permettre à chacun de travailler, créer aussi des transports qui puissent permettre d'amener les personnes qui habitent dans la ruralité sur les bassins d'emploi. Pour ça, nous proposons parfois le retour à un certain protectionnisme pour recréer de l'emploi et maintenir nos savoir-faire dans nos différents territoires. Et puis, là encore, on peut créer un certain nombre de zones franches avec des fiscalités un petit peu modulées quand il s'agit, par exemple, de maintenir les derniers commerces dans les villages. Alors, Pont-de-Mer est en convalescence, Brionne est plus ou moins endormi, Bernay est sous respiration artificielle. Les jeunes quittent nos villes et pour certains, les jeunes n'arrivent même pas dans les villes. Et bien, bientôt, je pense que les jeunes quitteront d'ailleurs nos villes bien avant, puisque le projet d'Emmanuel Macron, c'est de faire des classes, je crois, de 12 élèves dans les zones scolaires prioritaires qui bénéficient déjà massivement de la politique de la ville, donc dans les grandes villes, dans les quartiers en difficulté. Et pendant ce temps-là, on a un certain nombre de collèges dans notre ruralité qui ferment. Et aujourd'hui, même pour les plus jeunes enfants et pour les jeunes étudiants, il est de plus en plus difficile de continuer à faire des études dans la région. Et ils sont donc amenés à aller obligatoirement se scolariser vers les grandes métropoles où ils ont aussi tendance à rester. Alors, Marita Marel, avant d'attaquer sur les lycées, les jeunes quittent les villes et certains n'y arrivent pas. Alors d'abord, je veux reprendre les propos par rapport à la fermeture, au repli sur soi et l'Europe. On ne peut pas penser qu'en fermant les frontières, on va faire du développement économique. Ça, c'est vraiment une hérésie, parce que si on ferme les frontières, on n'exportera plus. Donc c'est très bien de dire on va rester chez soi, on veut rien qui arrive de l'extérieur. L'économie, ce sont des échanges. Les échanges, ce sont des partenaires. Il faut absolument rester avec l'Europe et travailler effectivement à une Europe plus harmonisée et avec de l'équité, certes. Marita Marel, la frontière n'est pas fermée pour aller de Brionne à Bernay ou de Pont-de-Mer à Bourrachard. Pourquoi les jeunes n'arrivent plus à se déplacer, les moins de 25 ans, etc. On est sur la mobilité pour le moment. Alors, sur la mobilité, là encore, il s'agit de prendre bien la mesure et le pouls de ce qui est efficace. Parce qu'on peut faire plaisir en disant on va faire des liaisons, on va mettre des cars. Vous voyez bien que les cars, quand on regarde, les cars, il y a très peu de monde dedans. Donc ça ne correspond pas à la réponse adéquate par rapport à la mobilité. Pourtant, on les appelle les cars Macron. Ah bah ça, c'est vous qui les appelez comme ça. Après, effectivement, il y a une étude à faire avec les gens du terrain. Il y a le covoiturage. Enfin, il y a d'autres modes de transport aujourd'hui qu'il faut étudier. La réponse toute faite, moi, je n'y crois pas. La réponse, elle doit certainement être multiple et elle ne peut se construire qu'avec les gens du terrain et les élus du terrain. Voilà, c'est comme ça qu'on construit une politique à la fois en adéquation avec les besoins et aussi efficace. Les moins de 25 ans qui fuient les... Très rapidement. On va juste éviter de faire du national et de l'international pour ce débat. On ne souhaite pas fermer totalement les frontières. On souhaite pouvoir moduler les accords commerciaux que nous avons avec les différents pays en fonction aussi de leurs normes. Il y a un certain nombre de pays qui nous font concurrence, dont les salariés n'ont pas de normes salariales, n'ont pas de normes sur le travail, n'ont pas de normes environnementales. Ils font une concurrence déloyale à un certain nombre d'entreprises. Et nous souhaitons, selon le type de droit de ces pays, moduler nos droits de douane, et c'est ce que font en fait la grande majorité des pays du monde. Les États-Unis, par exemple, le font. Le pouvoir d'achat, point d'interrogation, est-ce qu'un député peut influer sur la profondeur du porte-monnaie du citoyen français ? Moi, je pense que le porte-monnaie du citoyen français va avoir quelques problèmes dans les mois à venir, puisque le gouvernement En Marche nous a déjà annoncé une forte hausse de la CSG. C'est quand même 20% de hausse de la CSG. On va y revenir. Il faut savoir que la CSG... On va donner des explications parce que ce type d'arguments récurrents et qui sont effectivement déconsidérés. Il faut savoir je ne peux pas laisser dire
dire des choses comme ça. Donc voilà. L'ensemble des citoyens la payent. Juste après, Marie. Alors, la CSG, l'ensemble des citoyens la payent sur l'ensemble de leurs revenus, que ce soit des revenus du travail, que ce soit des allocations chômage, que ce soit éventuellement des revenus du capital, et elle va augmenter d'1,7 point. Donc il faut voir que les différents ménages, en gros, vont payer 2% d'impôts supplémentaires sur l'ensemble de leurs revenus, ce qui va avoir de véritables conséquences. Donc ça va être déjà une vraie baisse du pouvoir d'achat. La question justement, est-ce que le pouvoir d'achat, comment on le fait grossir? Parce que là, vous êtes en train d'attaquer le gouvernement de M. Macron. Est-ce que vous avez des solutions? Alors nous, on souhaitait revaloriser les plus bas salaires avec en contrepartie une baisse des charges patronales pour ne pas pénaliser les entreprises et pouvoir faire que tous les revenus du travail inférieurs à 1 500 € soient augmentés. La fiscalité, en marche, c'est une hausse d'impôts, comme le dit monsieur... Des propositions qui sont entendues, les propositions de La République En Marche qui sont entendues par le Front National. On ne peut pas dire qu'on diminue le pouvoir d'achat, puisque justement toute la politique qui a été mise en place, c'est pour redonner du pouvoir d'achat, et en particulier aux foyers modestes ou avec des revenus médians. L'argument récurrent de l'augmentation de la CSG comme étant un impact au pouvoir d'achat n'est pas juste. Donc, est-ce que vous voulez que je fasse une petite explication? Est-ce qu'on peut expliquer justement aux auditeurs ce qu'est la CSG déjà? Alors, c'est la contribution sociale généralisée, qui est effectivement un impôt prélevé pour tout ce qui concerne l'assurance maladie, la protection sociale. Qui pourrait impacter les petits retraités, comme dit monsieur Houssin. Non, alors, cette CSG, pourquoi a-t-elle été augmentée? Parce que justement, pour permettre d'avoir plus de pouvoir d'achat aux salariés et aussi soulager les entreprises, il y a une diminution des charges au niveau des salariés et des charges salariales au niveau des salariés et des entreprises. Donc ça donne un pouvoir d'achat supplémentaire. Ça diminue aussi les revenus des impôts pour l'État. Donc il faut aussi assurer la solidarité, ce pourquoi l'augmentation de la CSG de 1,7. Néanmoins, parallèlement et concomitamment à cette augmentation de 1,7, vous avez la levée de l'exonération de la taxe d'habitation qui va concerner 80% des Français. Donc, à chaque fois qu'on met ça en évidence, si on fait les calculs, moi je veux bien les faire à toutes les strates, vous faites les calculs de l'augmentation de 1,7 de CSG, de l'exonération de la taxe d'habitation, et vous voyez que les gens, notamment les personnes les plus à la fois modestes ou même moyennes, à chaque fois sont bénéficiaires. Il n'y a que les revenus les plus élevés qui, effectivement, vont devoir contribuer davantage à la solidarité. Pour les retraités, je finis, parce que c'est toujours l'argument qui revient, à plusieurs reprises, je l'ai expliqué aux retraités qui se sont régulièrement aperçus que il leur manquait des éléments de compréhension, et que, outre cela, il va y avoir une prise en charge à 100% des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, qui impactent énormément les revenus des retraités, ce qui fait que ça va encore augmenter leur capacité de revenus. Merci. En tout cas, c'est un sujet qui ne va pas vous mettre d'accord. On est un peu pris par le temps. On va attaquer le sujet sécuritaire, un sujet qui fait débat actuellement depuis que M. Sébastien Lecornu est à la tête du département de l'Eure, et puis même depuis que M. Morin est à la tête de la région. Surenchère de la vidéosurveillance dans les lycées, dans certains collèges, dans certains villages, etc. Est-ce que c'est la solution que certains villages s'endettent actuellement pour justement mettre des caméras un peu partout? Ça, c'est le côté sécuritaire rural. Non, très clairement, pour moi, c'est pas du tout la solution. Le vrai problème de l'insécurité... Vous êtes contre la vidéosurveillance? Je suis pas forcément contre la vidéosurveillance, en particulier dans les grandes villes. La vraie problématique, c'est que la délinquance, aujourd'hui, bien souvent, on arrête des délinquants et ils sont jugés. Donc, et le problème, il est dans le laxisme judiciaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réelle condamnation lorsque la personne est condamnée pour la première fois. Il y a des aménagements de peine qui sont systématiques. Grosso modo, en France, quand on est condamné à moins de 2 ans de prison ferme, on n'effectue pas au final de prison ferme, et on a les tribunaux qui sont totalement engorgés par des multirécidivistes qui multiplient les petits délits et qui ont tendance bien souvent à aller dans l'escalade de ces délits, et qu'on représente de façon tout à fait régulière, que les services de police connaissent très bien. Mais il y a un laxisme judiciaire qui a été totalement organisé par les gouvernements précédents, qui fait que c'est toujours les mêmes délinquants que l'on voit revenir dans les tribunaux. Ils ne sont jamais sanctionnés. Donc nous voulons appliquer la tolérance zéro dès la première peine, avec au début des peines relativement faibles pour les personnes qui font un premier délit, et puis des sanctions beaucoup plus lourdes pour les récidivistes. Je pense que la vraie problématique, c'est pas celle, bien souvent, d'attraper les délinquants, mais celle qui soient réellement condamnés lorsqu'on les a attrapés. Monsieur Houssin a du temps à récupérer. La défiance également, elle est vis-à-vis du citoyen
envers le monde politique actuellement. C'est le débat national sur la représentation politique qui perd un peu de sa crédibilité pour éviter peut-être d'être des professionnels de la politique ad vitam aeternam. Est-ce qu'il y a une solution? On parle de cumul des mandats, etc. Un mandat, 2 mandats, ça va? 3, bonjour les dégâts? Ou... Alors moi je pense pas que ça soit forcément la meilleure des solutions pour une raison très simple. Si votre maire est un bon maire, à l'issue du 2e mandat, vous pourriez très bien souhaiter qu'il reste maire de sa commune. Et en fait, vous allez vous priver de cette possibilité. Je pense que déjà maintenant, si à l'issue de plusieurs mandats, les citoyens souhaitent se séparer de tel ou tel élu, il suffit soit qu'ils se présentent eux-mêmes, soit pour qu'ils votent pour d'autres candidats pour avoir d'autres élus. Par contre, il y a un vrai problème en France pour moi, c'est le problème de la représentation. Typiquement, dans ces élections législatives, au premier tour, La République En Marche a réalisé un score tout à fait honorable, 30% des voix. Ils sont arrivés effectivement largement en tête. Cependant, on s'aperçoit quand on fait les projections pour le second tour que cela leur donnerait plus de 80% des députés. Nous souhaitons que chacun puisse être représenté à l'Assemblée nationale, l'ensemble des électeurs, en particulier les électeurs du Front National, qui est quand même arrivé bien placé dans ces élections législatives à qui on promet peu de sièges, mais aussi tous les représentants de petits partis. Nous pensons qu'il faut aussi diversifier l'offre politique et que chacun puisse s'exprimer, notamment au sein de l'Assemblée nationale. Et je pense que cette offre concrète qu'on ferait aux électeurs ramènerait un certain nombre de citoyens aux urnes. Marita Marel, la moralisation de la vie politique, c'est plutôt de l'honnêteté qu'on demande actuellement, de la probité? Oui, je pense plus de transparence. Reconstruire la confiance entre les électeurs et leurs élus politiques. Et pour ce faire, des règles claires. En particulier, dans ce qui concerne le cumul des mandats, je pense que un des objectifs de cette loi et de ces propositions, c'est de ne pas faire de la politique un métier. Nous, à La République En Marche, vous voyez bien que la majorité des candidats sont des candidats qui viennent de la société civile. Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille. Donc, qui représentent et qui connaissent les problématiques, les besoins des personnes de terrain, qui sont en capacité de travailler. Et donc, c'est un temps de sa vie qu'on donne à son pays pour le conduire dans de bonnes conditions. Je pense que c'est important que la politique, ça n'est pas un métier. C'est un temps donné. L'élection législative à la proportionnelle, c'est un doux rêve, on nous en parle depuis François Mitterrand. Ça a plutôt profité, le fait qu'il n'y en ait pas à En Marche. Est-ce que vous êtes pour, vous? Pour la proportionnelle, bien sûr, on est pour la proportionnelle intégrale, c'est ce que je viens de dire, pour que l'ensemble des électeurs soient représentés. Et qu'est-ce que ça aurait véritablement changé dans le résultat? Alors déjà, je pense que ça aurait mobilisé un certain nombre d'électeurs qui ont l'impression que de toute façon, les jeux sont faits et qui ne se sont pas forcément déplacés aux urnes. Et puis je pense qu'on aurait aussi un certain nombre de nouvelles propositions très intéressantes parce qu'on permettrait à de petits partis d'avoir 1 ou 2 représentants à l'Assemblée nationale et de faire des propositions de loi qui pourraient être très concrètes. Quelles sont les actions? C'est une question pour chacun. Je réponds quand même juste un point là-dessus, Dominique, que c'est à l'étude au niveau de La République En Marche, la proportionnalité. Voilà, donc ne pas dire qu'on n'en tient absolument pas compte, ce ne serait pas juste. D'accord. Enfin, les prochaines législatives, c'est pas pour demain. Il y a effectivement, par rapport aux différents partis, une question sur leur représentativité à l'Assemblée nationale. Première action dans votre commune, dans votre village, dans votre territoire, que vous allez vous mener en tant que député, si vous êtes élu? Moi, c'est d'abord par rapport à mes compétences premières, ça sera l'accès à la santé, tout ce qui touche à la démographie médicale, parce que c'est mon domaine. Donc après, il y a bien sûr d'autres orientations. Il faut rappeler en fait aux électeurs que le député n'est pas le super maire de la circonscription, c'est-à-dire qu'il n'a pas finalement énormément de pouvoir sur ce qui se passe sur la circonscription. Il est avant tout là pour voter des lois et pour faire des propositions de loi. Donc moi, ma première proposition de loi, c'est celle que j'ai développée tout à l'heure. Ça serait de permettre de créer des zones franches médicales dans la ruralité pour faciliter l'implantation de médecins dans notre circonscription. Enfin, le député est censé avoir une oreille quand même. Oui, tout à fait. Il est là pour représenter les citoyens de sa circonscription. Et puis aussi, il a une autorité politique. Donc, il a aussi, avec les élus du territoire, sur les décisions, une réflexion à mener et aussi à encourager et bien évidemment à faire remonter, puisque son rôle, c'est effectivement celui-ci, c'est de bien faire remonter au niveau national les problématiques de terrain. On arrive à la fin de ce débat. On va clôturer avec des questions plutôt détentes, histoire de vous découvrir un peu plus. Timothée Houssin, un groupe de musique ou un chanteur? J'en écoute énormément. Moi, je mets beaucoup la radio dans ma voiture. En donner un particulièrement. Moi, j'aime beaucoup Louise Attaque. Ça commence à être un peu ancien, mais là, il se renouvelle. Je crois qu'ils ont sorti un nouvel album. Une ville française? Une ville française, je vais vous surprendre. Je vais en donner une en dehors de la région, parce que sinon, ce serait trop facile. Je vais donner Lille. C'est la ville où je suis né, où j'ai commencé mes études.
D'accord, on rappelle où est Lille? À Lille, dans le nord de la France. Dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France maintenant. Bien. Une destination pour les vacances éventuellement? Alors cette année, après toutes ces campagnes présidentielles et législatives, je partirai visiter le nord de l'Italie. Le nord de l'Italie, enfin un modèle historique ou plutôt un modèle contemporain si vous en avez un. Oh, on pourrait donner Marine Le Pen. Marine Le Pen, très bien. Pareil pour vous, un groupe de musique, qu'il soit actuel ou pas, ou un chanteur? Beaucoup de chansons françaises et des chansons à texte. J'aime beaucoup Alain Souchon, j'aime beaucoup Woolsey. Voilà, ce type de chanteur. Et puis après, de la musique classique, j'aime beaucoup Mozart. Voilà. Une ville française? Alors, moi, je vais peut-être être moins originale que Monsieur Houssin. C'est Rouen, parce que Rouen, c'est ma ville. C'est voilà, là où je suis née. Elle est magnifique. Et, voilà, je suis toujours ravie de la faire connaître aux amis qui viennent me voir. Et voilà, je trouve qu'on a de la chance d'avoir un patrimoine tout à fait exceptionnel. Destination pour les vacances? Availle-Limousine. D'accord. Availle-Limousine, c'est en Charente-Poitou. C'est le petit village où mon père est né et où on a les racines familiales et où je vais chaque année. Un modèle historique ou actuel, contemporain? Alors, un modèle contemporain, j'en ai plusieurs. Souvent, je fais référence à eux. Il y a Alexandre Jolien, qui est un philosophe qui est touché par le handicap, mais qui est un homme superbe. Il y a Christian Bobin, qui est un poète que j'adore. C'est mon rêve, je voudrais le rencontrer. Et puis, après, dans les modèles plus contemporains, c'est ceux qui me viennent tout de suite à l'esprit. On termine avec la carte, j'allais dire publicitaire, la carte de visite pour voter pour la liste Front National dans ce second tour. Moi, je voudrais rappeler à tous les abstentionnistes du premier tour qu'il est très important dans notre République qu'il y ait une opposition qui soit présente à l'Assemblée nationale. Donc j'invite notamment les dizaines de milliers de personnes, les 48% des électeurs de la circonscription qui avaient voté Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle à se déplacer pour voter pour nous et pour avoir une opposition à l'Assemblée nationale. Et je m'adresse aussi en particulier à l'ensemble des personnes qui ont porté leur voix sur les différents candidats de la droite au premier tour, parce que je pense que nous partageons beaucoup plus de valeurs qu'ils n'en partagent avec En Marche. 20 secondes pour la carte. Alors, l'espoir de visage et d'usage nouveau au niveau de la politique, oui, une mobilisation. Il faut se mobiliser pour aller voter, c'est un droit et c'est très important de l'utiliser. Et enfin, donner au président de la République la possibilité d'agir, donnez-nous la réussite pour notre territoire et pour la France. Timothée Houssin pour le Front National, merci. Marie-Tamarel Verreg pour La République En Marche. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce débat d'entre-deux tours, le meilleur pour la suite de ces élections.